Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition de l'Africa Tonight. Voici les titres de l'actualité. Coup d'État dans le coup d'État au Burkina Faso. Le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba, arrivé à la tête du pays par un putsch en janvier dernier, a été renversé ce 30 septembre. Le nouvel homme fort du pays, désigné président du mouvement patriotique pour la sauvegarde et la restauration, est le capitaine Ibrahim Traoré. L'insécurité persistante dans l'est de la République démocratique du Congo inquiète le Conseil de sécurité des Nations Unies. Autonomiser les forces armées congolaises, FARDC fait partie des solutions suggérées par la chef de la MONUSCO, Bintou Keïta, qui déplore les actions continues des groupes armés contre les populations civiles. Et les pénuries de denrées alimentaires ainsi que la flambée des prix plombent le quotidien de nombreux Tunisiens. Ces derniers subissent de plein fouet le manque de budget et de devises de l'État pour faire face à l'augmentation mondiale des prix des produits alimentaires. Il s'agissait donc bien d'un coup d'État ce vendredi 30 septembre au Burkina Faso. La situation confuse s'est précisée en fin de journée, 8 mois après son putsch mené contre le président élu Roch-Marc Christian Kaboré le 24 janvier dernier. Le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba a connu le même sort ce vendredi. Mais cette fois, il s'agit d'un soulèvement des militaires contre l'un des leurs. Le capitaine Ibrahim Traoré est le nouvel homme fort du pays. Plus de détails avec Joël Ballot. Nouveau coup de force militaire au Burkina Faso. Le vendredi 30 septembre 2022, le lieutenant-colonel Paul-Henri Damiba, président de la transition burkinabé, a été renversé par des militaires sous la conduite du capitaine Ibrahim Traoré. Invoquant la situation sécuritaire du pays, le nouveau gouvernement de transition a pris d'assaut la chaîne nationale burkinabé afin d'alerter les populations des changements en cours. La constitution est suspendue. La charte de la transition est dissoute. Le gouvernement est dissous. L'Assemblée législative de transition est dissoute. Les frontières terrestres et aériennes sont fermées pour compter du 30 septembre 2022 à 00 heure et ce jusqu'à nouvel ordre. Un couvre-feu est instauré de 21h à 05h. Toute activité politique est suspendue. Dans un communiqué, la CEDEAO condamne la prise du pouvoir par la force qui a eu lieu au Burkina Faso le 30 septembre 2022. L'organisation sous-régionale trouve inopportun ce nouveau coup de force au moment où des progrès significatifs ont été réalisés pour un retour méthodique à l'ordre constitutionnel courant 2024. La CEDEAO met en garde toute institution, force ou groupe de personnes qui par des actes empêcheraient le retour programmé à l'ordre constitutionnel ou contribueraient à la fragilisation de la paix et la stabilité du Burkina Faso et de la région. Pour l'heure, les putschistes ont promis de convoquer incessamment les forces vives de la nation afin de désigner un nouveau président du Burkina Faso, civil ou militaire. Notons qu'en janvier 2022, le lieutenant-colonel Paul-Henri Damiba renversait le président Christian Kaboré pour des raisons similaires, faire de la sécurité sa priorité. La réaction du président de la Commission de l'Union africaine, Moussa Faki Mahamat, ne s'est pas fait attendre. Ce samedi 1er octobre, ce dernier a condamné, je cite, le changement inconstitutionnel de gouvernement. Fin de citation. Il a appelé les militaires burkinabés à stopper immédiatement tout acte de violence. Par ailleurs, l'Union africaine appelle à une restauration de l'ordre constitutionnel au Burkina Faso plus tard en juillet 2023. Également dans l'actualité, le Nigeria a célébré ce samedi 1er octobre l'anniversaire de ses 62 ans d'indépendance. À cette occasion, le président Muhammadu Buhari a prononcé le traditionnel discours à la nation, son dernier puisque le chef de l'État nigérian arrive au terme de son second et dernier mandat constitutionnel. Cette allocution a donc pris des allures de bilan, 7 ans après sa première élection en 2015. Les actions menées ces dernières années en faveur de l'économie, de la lutte contre la corruption ou encore l'insécurité ont été passées en revue. Pour rappel, la campagne électorale a été lancée le 28 septembre dernier pour les 18 prétendants à la magistrature suprême. Les élections présidentielles et législatives du Nigeria se tiendront le 25 février 2023.
L'insécurité persistante dans l'est de la République démocratique du Congo inquiète le Conseil de sécurité de l'ONU. Ce vendredi 30 septembre, la chef de la MONUSCO, Bintou Keïta, a déclaré que les groupes armés continuent de représenter une menace importante pour les populations civiles déjà vulnérables. Autonomiser les forces armées de la République démocratique du Congo fait partie des solutions suggérées pour un retour à la stabilité. Les explications dans ce sujet de la rédaction. La poursuite des violences dans l'est de la République démocratique du Congo inquiète le Conseil de sécurité de l'ONU. Les groupes armés continuent de représenter une menace importante à l'égard des populations civiles, selon Bintou Keïta, chef de la MONUSCO. Cette insécurité aggrave une situation humanitaire déjà préoccupante. Cette insécurité alimente les violations des droits humains et a exacerbé une situation humanitaire déjà désastreuse. On estime que 27 millions de personnes ont besoin d'aide humanitaire, dont beaucoup ont besoin de protection. Un indicateur clair de la détérioration de la situation est l'augmentation des déplacements internes depuis janvier 2022, qui a porté le nombre total de personnes déplacées à 5,5 millions, le plus grand nombre de cas en Afrique. Face aux problèmes de sécurité persistants dans l'Est congolais, la représentante spéciale du secrétaire général de l'ONU a appelé à autonomiser les forces armées de la République démocratique du Congo, FARDC, qui travaillent de concert avec la MONUSCO. Les groupes armés continuent de représenter une menace et commettre des actes de violence contre des civils. La plupart des abus sont perpétrés par la Coopérative pour le développement du Congo, CODECO, les forces démocratiques alliées ADF et le mouvement du 23 mars, M23, en Ituri et au Nord Kivu, tandis que les groupes Mai Mai et d'autres milices ont intensifié leurs attaques sur les civils au Sud Kivu. Cette insécurité alimente la rhétorique hostile à la MONUSCO, dont le calendrier de retrait est en train d'être réévalué, alors que la fin du mandat de cette force onusienne est initialement prévue pour 2024. La révélation du plan de transition et du retrait progressif de la force MONUSCO est une nécessité. Un groupe d'experts est en train de se mettre en place déjà au niveau de notre gouvernement. Malgré l'instabilité persistante dans l'Est congolais, le président Félix Tshisekedi a indiqué le 23 septembre dernier que le départ de la MONUSCO devrait commencer au lendemain des élections générales de décembre 2023. Dans le reste de l'actualité, les conflits intercommunautaires ont fait de nouvelles victimes au Tchad. 17 personnes sont mortes ce vendredi 30 septembre dans des affrontements entre agriculteurs et éleveurs à Mangalmé, dans la province de Guéra, située dans le centre du pays. Les violences se sont poursuivies ce samedi 1er octobre dans plusieurs villages où de nombreuses maisons ont été incendiées. Il faut rappeler que les violences intercommunautaires sont fréquentes au Tchad. Selon l'ONU, en 2021, ces affrontements auraient fait plus de 300 morts, une centaine de blessés et plus de 6500 déplacés. Le Zimbabwe est conscient de ses disponibilités limitées, raison pour laquelle le pays a fait le choix, le 29 septembre dernier, de solliciter l'appui financier d'Africa 50, une plateforme panafricaine d'investissement dans les infrastructures dont le Zimbabwe est actionnaire. Objectif affiché, obtenir 40 milliards de dollars pour financer les besoins actuels en développement d'infrastructures du pays. Les précisions de Philomène Sine. Les besoins financiers actuels du Zimbabwe pour le développement des infrastructures sont chiffrés à environ 40 milliards de dollars pour une assistance sur les options de financement innovantes. Dans le cadre de la réalisation des différents programmes, le gouvernement zimbabwéen a fait appel à la plateforme panafricaine d'investissement dans les infrastructures Africa 50. Nos besoins de financement pour les infrastructures s'élèvent à 40 milliards de dollars, mais après avoir examiné nos enchères de financement et l'espace budgétaire dont nous disposons, nous sommes limités dans ce domaine. Donc, après avoir consulté Africa 50 et le Zimbabwe, nous avons ensuite discuté des enchères de financement innovantes et l'une des enchères concerne le recyclage des actifs.
Pour rappel, c'est en février 2022 qu'Africa 50 et la Banque africaine de développement ont annoncé le lancement d'une alliance pour financer des projets de construction durable en Afrique dans le but de lever 500 millions de dollars. Une initiative qui pourrait bénéficier au Zimbabwe, pays qui assure le transit vers des destinations extérieures en Afrique australe. Cette situation oblige à des investissements réguliers pour maintenir ces infrastructures à niveau. Le Zimbabwe peut aussi compter sur ses capacités industrielles et puis compter aussi sur le financement interne. À part ça, le Zimbabwe, par sa position stratégique, presque tous les pays passent par le Zimbabwe. Donc, ils pourront en profiter pour d'ailleurs avoir des financements avec l'aide aussi de l'Afrique du Sud qui a un potentiel industriel très important avec des échanges gagnant-gagnant pour les deux pays. Actuellement, le gouvernement zimbabwéen s'est lancé dans d'importants projets, notamment la construction d'une autoroute, d'un échangeur, de 2 barrages et l'expansion de l'aéroport international Robert Mugabe. Gros plan à présent sur le difficile quotidien de nombreux Tunisiens. En l'espace de 9 mois, le taux d'inflation a progressé de près de 2 points dans le pays pour atteindre 8,6% en septembre. La flambée des prix et les pénuries font planer une inquiétude qui se ressent aussi bien chez les consommateurs que chez les commerçants. Un sujet de la rédaction. Sur fond d'inflation et de crise financière, le quotidien des Tunisiens est depuis quelques mois soumis à rude épreuve. Lait, sucre, café, tomates, riz, de nombreuses denrées alimentaires manquent ou sont rationnées. Pénuries et flambée des prix font planer l'inquiétude sur les marchés. Qu'est-ce que je peux dire? Les prix montent, les pauvres ne peuvent plus rien se permettre. C'est comme si le monde était en feu. Nous ne pouvons pas travailler. Nous travaillons avec la moitié de nos capacités. Lorsqu'un client vient, il ne peut pas obtenir tous les aliments de base. Les clients demandent quelque chose que je n'ai pas. Nous n'avons pas d'autre option. Nous devons pouvoir travailler pour nourrir nos enfants. La Tunisie manque de budget et de devises pour faire face à l'augmentation mondiale des prix alimentaires. La guerre en Ukraine et la hausse des prix mondiaux des produits de base et des produits manufacturés ont exacerbé les vulnérabilités de l'économie tunisienne durant les premiers mois de l'année 2022. Le taux d'inflation est passé de 6,7% en janvier à 8,6% en septembre, une situation qui a contraint de nombreux Tunisiens à prendre des décisions radicales. Je pense que ce que la crise en Ukraine a fait ressurgir, ce sont les choix difficiles que les gens doivent faire au quotidien, car les personnes contraintes de fuir leur foyer, les personnes contraintes de fuir leur pays, ne prennent pas cette décision à la légère. Si le système de subvention alimentaire permet d'assurer la stabilité des prix au profit des consommateurs, il constitue aussi l'un des principaux facteurs de la montée des déficits commerciaux et budgétaires de la Tunisie. Pour assurer la sécurité alimentaire, la Banque mondiale a décidé fin juin 2022 d'octroyer un prêt de 130 millions de dollars à l'État tunisien. Les actions de solidarité des autorités ivoiriennes se poursuivent un peu plus de 10 ans après la crise post-électorale qui a touché la Côte d'Ivoire en 2010-2011. Le ministère de la Solidarité et de la lutte contre la pauvreté a procédé le 29 septembre à la prise en charge scolaire de 259 élèves et étudiants issus de 122 familles victimes de cette crise politique qui a fait plus de 3000 morts. Plus de détails avec Cheikh Omar Kamara. Les victimes des crises en Côte d'Ivoire, dont la crise post-électorale de 2010-2011 qui avait duré 5 mois, faisant plus de 3000 morts et des milliers de déplacés, reçoivent le soutien du gouvernement ivoirien. À Abidjan, jeudi 29 septembre, le ministre de la Solidarité et de la lutte contre la pauvreté, Miss Belmond Dogo, a remis des prises en charge scolaires à plusieurs dizaines de victimes ou ayant droit de victimes des crises ivoiriennes. En plus des prêts pour les activités génératrices de revenus AGR, les prises en charge scolaires aideront les victimes à assurer la scolarisation de leurs enfants. Occasion pour la ministre d'inviter les Ivoiriens dans l'ensemble à les soutenir en leur traduisant l'amour nécessaire pour leur épanouissement. L'événement fait suite à un autre soutien accordé en décembre 2021 à 194 orphelins et personnes vulnérables, 27 blessés et 26 bénéficiaires d'AGR dans le cadre du redémarrage du processus d'indemnisation des victimes de la crise post-électorale. C'est avec un réel plaisir que je me retrouve avec vous ce jour, après la cérémonie
du mois de décembre 2021, cérémonie au cours de laquelle votre porte-parole a fait la doléance selon laquelle les années à venir, les remises doivent pouvoir se faire tôt. Et aujourd'hui, c'est chose faite. Nous ne sommes pas en décembre, nous sommes en septembre. Ça va permettre à vos enfants, qui en réalité sont nos enfants, de pouvoir commencer l'école avec tous les enfants de Côte d'Ivoire. La porte-parole des bénéficiaires, Ephraim Kla, orpheline de père et élève en classe de 4e au lycée moderne de Port-Boué, a traduit sa reconnaissance au gouvernement pour sa présence à leur côté. Madame le ministre, maman, tous vos enfants que nous sommes, par ma voix vous traduisent les remerciements pour votre engagement à nos côtés. Merci maman, bel monde, de toujours penser à nous, à notre scolarité, à notre avenir. Vous n'imaginez pas le bien que vous faites. Sans cette prise en charge, pour nous orphelins, beaucoup d'entre nous n'iront pas à l'école. Pour rappel, le processus d'assistance des victimes existe depuis 2021. Les activités d'indemnisation ont effectivement démarré en 2015-2016 et les AGR en 2018. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur Africa 24.